Bienvenue dans Forum. Babacar Ba, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant du Parti démocratique sénégalais, mais vous vous battez pour que votre patron Idrissa Seck soit le candidat du PDS à la présidentielle de 2012. Alors, le 4 avril, le 51e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, une fête qui sera célébrée dans la sobriété. Une bonne idée en ces temps de crise, non? Tout d'abord, merci beaucoup, cher, pour cette invitation. Effectivement, ce sera des moments forts, d'intenses émotions, où effectivement le peuple, dans son ensemble, en tout cas, célébrera la fondation de notre République. Ce sera aussi, je pense, des moments de prise de conscience par rapport à un certain nombre de perspectives politiques, parce qu'on s'achemine de toute façon en 2012, inéluctablement vers une refondation de l'espace politique sénégalais. Alors, quel sera votre plus grand souhait cette année? Pour être sincère avec vous, en tant que secrétaire général de la Fédération PDS de France que je dirige, mon plus grand souhait, ce serait que mon parti, le Parti démocratique sénégalais, puisse mettre le meilleur candidat possible pour, comme le dit le président Wade lui-même, assurer 50 ans de présence à la tête du Sénégal. Alors, le meilleur candidat possible, c'est une question qu'on abordera plus tard. Alors, Idrissa Seck, disent certains observateurs, Babacar, n'est ni de la mouvance présidentielle, ni de l'opposition. Alors, de quel bord politique se situe votre leader? Le 4 avril 2006, lorsque Idrissa Seck faisait sa déclaration de candidature, il avait dit, en ce 4e jour du 4e mois de l'année 2006, au moment où la nation, à l'unisson, s'apprête à fêter la refondation de la République, qu'il avait posé son projet de redressement national donc pour redresser le Sénégal. Et il avait dit ceci aussi, que la famille politique sur laquelle il compte s'appuyer est d'abord le PDS, sa famille naturelle, au sens des hommes et des femmes qui la composent et qui y sont majoritaires, qu'ils soient cachés ou manifestés. Nous sommes exactement aujourd'hui dans cette même ligne de conduite. Nous sommes membres de la mouvance présidentielle. Idrissa est aujourd'hui, je voudrais quand même bien rappeler, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens disent, mais qui sont de la désinformation et des contre-vérités. En dehors d'Abdoulaye Wade, il n'y a pas une personne, il n'y a pas un seul acteur beaucoup plus déterminant que Idrissa Seck dans l'avènement de l'alternance en 2000 au Sénégal. Donc aujourd'hui, Idrissa, comme il dit, l'héritage, la continuation de l'œuvre de Wade, il ne laissera cette responsabilité à personne, fût-il le fils biologique. Alors, vous avez dit tantôt que vous êtes le secrétaire général de la Fédération PDS de France. Ressal est en tout cas secrétaire général de la Fédération PDS de France. Alors, merci cher. Cette question mérite vraiment une réponse et nous allons apporter un certain nombre d'éclaircissements. Parce que nous avons même lu par moments dans la presse des gens nous taxer, en tout cas, d'usurpateurs. Alors, je voudrais faire un petit rappel historique. D'abord parce que nous sommes des jeunes de la génération Sopi, c'est-à-dire ces jeunes Sénégalais qui couraient derrière les cortèges de Maître Wade, arpentant les rues du Sénégal en criant Sopi. Et ces jeunes qui n'avaient à l'époque même pas l'âge de voter. Pour ma part, personnellement, en 1993, la ville de Mbour, dont je suis originaire, j'étais en 93, c'était l'année où je passais le baccalauréat, président du foyer du lycée Demba Diop de Mbour et en même temps responsable des jeunesses libérales de la section communale PDS de Mbour sous l'égide de M. Mbaye Diagne, ancien maire libéral de Mbour, avec M. Ablaye Pouy, avec qui je travaillais dans les responsables des jeunesses libérales. Avant même d'arriver en France, que ce soit aussi le coordonnateur M. Ousmane Diallo, j'aime le rappeler, qui a été responsable depuis 1987 des jeunesses libérales à Vélingara et qui a rejoint le Parti démocratique sénégalais en 1978. Donc ce n'est pas sérieux et crédible aujourd'hui que des gens nouvellement arrivés au PDS, donc des transhumants dans leur majorité, aujourd'hui puissent nous accuser d'usurpateurs. D'autant plus que nous avons milité dans ce parti en France avant l'alternance, parce que moi je fais partie de ces étudiants à l'époque qui sillonnaient les universités de France, les foyers d'immigrés, pour maintenir le débat, pour imposer le Parti démocratique sénégalais avec tous ces gens-là. Et après l'alternance, nous avons aussi continué, mais à partir du moment où on ne se retrouvait plus dans les valeurs, en tout cas dans nos valeurs au sein du parti, nous avons élevé notre voix parce que notre engagement politique, notre sens politique, et le sens de notre engagement, c'est vraiment mettre l'intelligence au service du développement. Mais ce n'est pas autre chose. Est-ce que la direction du Parti démocratique sénégalais
a entériné votre, j'allais dire, nomination ou élection, qu'est-ce qu'on va dire? Alors aujourd'hui, c'est ça le combat. C'est vraiment un combat de légitimité. Parce que quand des gens se sont levés au sein du Parti démocratique sénégalais pour créer un mouvement qu'on a dénommé Génération du concret, mais personne ne les a accusés d'usurpateurs. Les gens les ont soutenus, voire même avec les moyens de l'État. Alors pourquoi maintenant d'autres personnes se lèvent dans ce même parti, qui est un parti démocratique sénégalais, pour installer un débat de la légitimité? Parce que ce que nous disons, c'est très simple, c'est que l'accès aux responsabilités en politique ne doit procéder que du nombre de suffrages dont on dispose. On nomme une voix d'égale valeur. C'est-à-dire que le président Wade en a une, son chauffeur en a une, et que ces voix-là, on ne les pèse pas, on les compte. Dans le cas d'espèces en France, j'ai entendu l'ancien secrétaire général, M. Amadou Siré Sall, dire que de toute façon, on fait de la désinformation, qu'on fait de la politique sur Internet, mais ce n'est pas vrai. Le 19 mars, M. Amadou Siré Sall, accompagné de la vice-consul du Sénégal à Paris, ils ont fait un rassemblement à Paris, dans une salle où il n'y avait pas 50 personnes. Et d'ailleurs, je renvoie tout le monde à aller voir la vidéo de cette manifestation. Jamais, à aucun moment, il y a eu un balayage de la salle. La vidéo a été tout le temps axée sur les personnes qui étaient sur la table, parce qu'il n'y avait pas 50 personnes. Pour un parti au pouvoir, depuis 11 ans, ce n'est pas sérieux. La réalité, parce que aussi nous avons entendu récemment un soi-disant coordonnateur des cadres du PDS dire que l'APR est une coquille vide. Ce n'est pas vrai. Si les élections se présentent... Vous parlez de Doudou Sidibé? Absolument, de Doudou Sidibé, qui à l'époque, je pense, quand nous on était dans le bureau de la CIS, des cadres que Maître Wade avait reçus en 2002, dirigés par Maître Idi Diagne, ces garçons-là étaient encore des étudiants. Donc c'est plutôt eux qui font de la désinformation. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, je pense qu'on y reviendra, ce qui a fait partie d'Idrissa Seck, ce qui a fait partie de Macky Sall et qui a fait partie récemment d'Aminata Tall, c'est le malaise profond que vit notre parti. Notre responsabilité historique, c'est de dire au président Wade que le moment est venu maintenant de prendre les actions optimales pour redresser notre parti et de faire face de façon crédible aux échéances de 2012. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que Amadou Siré Sall, de toute façon, est le secrétaire général de la Fédération PDS de France. J'aimerais savoir quel est votre objectif, parce que vous êtes en train de créer une véritable confusion au sein de la famille libérale ici en France. Je voudrais encore aussi lancer un appel aux responsables de notre parti au Sénégal pour leur dire de bien vouloir vérifier la réalité du terrain. M. Amadou Siré Sall dirige aujourd'hui un club d'amis. Et pour preuve d'ailleurs, quand le président Samba Koïta, l'honorable président Samba Koïta, avec l'ensemble des autres membres du Parti démocratique sénégalais, qui dirige l'APR en France, ont quitté le PDS de France pour aller rejoindre l'APR. Parce que je rappelle que l'histoire du PDS, c'est quand même, il y a des dates et des lieux. Le PDS est né ici à Charonne. Quand je parle de la rue de l'Échelle à Paris, dans le 2e arrondissement, vers Opéra, c'était le siège du PDS. Donc nous avons transcendé l'histoire du parti en France. Quand ces gens-là ont quitté le Parti démocratique sénégalais pour aller rejoindre l'APR, absolument rien n'a été fait. Donc Amadou Siré Sall s'est encore contenté de prendre son téléphone et d'appeler ses copains pour s'entourer encore, pour dire que voilà, il y en a qui partent, on renouvelle. Alors le devoir de la désobéissance civile se justifie quand il y a, en tout cas, un non-respect de l'intérêt général. À partir du moment où les statuts du parti n'ont pas été respectés, nous avons observé une phase de latence du parti où il n'y avait absolument rien. Allez demander à ces gens-là qui se revendiquent d'être des cadres du PDS, depuis le départ des gens proches de Idrissa, la CIS n'a pas produit un seul document crédible en termes d'aide à la décision. Parce que c'est ça, quand on dit qu'on est un cadre dans un parti, c'est faire de la réflexion, c'est faire de la prospective, c'est faire des propositions, parce qu'on sait que... Ça ne va pas tarder, hein? Oui, mais c'est simplement pour rappeler qu'aujourd'hui, les responsables du parti à Dakar, le syndrome du Parti socialiste en 2000, nous guette. Quand Djibo est parti, ils ont minimisé. Quand Agnès est parti, ils ont minimisé. Le résultat en 2000, c'est qu'ils ont perdu les élections. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Et particulièrement en France, vous avez vu la réunion de Amadou Siré Sall. Il est député depuis 11 ans. On est un parti au pouvoir depuis 11 ans. Il ne peut pas rassembler 50 personnes. Et les images sont là. La preuve, elle est là. Elle est réelle, elle est palpable. Et quand ils nous accusent de faire de la propagande sur Internet, ce n'est pas vrai, parce que nous avons rempli une salle au Muro et les images sont sur Internet. Donc la réalité, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui accrochés à des choses qui sont fantaisistes et qui continuent encore de tromper la vigilance du président.
nous avions interpellé le président Wade dans la résidence de l'ambassadeur, c'était en 2004, devant toute la fédération réunie, pour lui dire que la fédération PDS de France n'existe plus. Et le président Wade m'avait demandé pourquoi, mais je lui avais dit que maître, vous nous aviez toujours appris que l'organisation est la matrice de tout développement et que l'organisation n'existe pas au sein de la fédération PDS de France. Et juste pour terminer, j'ai entendu dire ici par le député M. Abdou Siré-Sall que de toute façon, ce sont des gens qui font de la désinformation. Non, nous connaissons les 12 villes où on vote en France, nous connaissons les 56 bureaux de vote en France, à date en tout cas, nous avons tous ces éléments de mesure, en tout cas, politiques qui nous permettent aujourd'hui d'aller à la collecte des suffrages. Et la fédération que nous avons montée sous la houlette du président, du coordonnateur M. Ousmane Diallo, nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire. Et M. Amadou Siré Sall lui-même a été convié, mais il a le droit de ne pas venir. Mais cela ne nous a pas empêché de convoquer des responsables de section et de mettre en place une fédération parce que, comme on dit en droit, quand il n'y a pas de droit, quand il n'y a pas une loi, le juge ne peut pas ne pas dire le droit, sinon il serait accusé de déni de justice. C'est exactement ce que nous avons fait. On a constaté la léthargie de notre parti et vu qu'on s'achemine vers des échéances, on ne pouvait pas laisser passer. Après, il y a d'autres qui se lèvent, qui créent des mouvements de soutien. Donc nous, on est exactement dans la continuation de l'œuvre de Maître Wade. À vous entendre parler, donc, on dira que vous comprenez la démarche de la CAMS. Alors, effectivement, moi je voudrais aussi saluer l'initiative de la CAMS, de M. Chérif Diba et de Khatam Ndiaye que j'ai rencontré, donc des gens à qui je voue une formidable admiration, d'avoir aussi osé dire que les choses ne vont pas. Hein, aller dire au président Wade que le PDS de France ne va pas, c'est louable, c'est-à-dire de dire la vérité. Alors après, moi, l'appel que je leur lance, c'est aussi de dire il ne faudrait pas qu'ils se trompent dans leur stratégie. Parce qu'aussi, il ne faudrait pas qu'Amadou Siré Sall les amène dans la bataille de la légitimité. Parce que, moi j'aimerais rappeler, je l'ai dit à M. Chérif Diba, que j'ai rencontré récemment à Paris, que les gens, peut-être qui ne nous connaissent pas, peuvent faire de la désinformation. Mais tout le monde sait que nous, ici à Paris, nous avons mené la vie du parti, nous avons défendu le parti, nous en avons été exclus, nous n'avons jamais quitté le PDS. Et nous sommes revenus, et c'est notre famille naturelle. Et nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle pour maintenir ce parti au pouvoir. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, toutes les personnes qui tournent autour du processus décisionnel, ce sont les anciens socialistes qui entourent le président Wade. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un ballotage défavorable? Mais ces gens-là ne vont pas hésiter à encore aller transhumer. Et nous avons un devoir historique d'alerter et d'alerter le président sur ce risque de survenance de la perte du pouvoir par notre famille. En France aussi, les partisans d'Idrissa Seck ne forment pas un groupe homogène, hein, on le sait. Il y a certains qui vous contestent. Quel est le problème? Alors, nous sommes en démocratie, cher, et comme j'aime le rappeler, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il a commencé à prêcher, avait des gens qui étaient contre lui. Donc ça, c'est naturel, c'est la marche du monde. Donc peut-être qu'il y a parmi nous, comme vous le dites, des gens qui peuvent certainement ne pas être d'accord, c'est leur droit. Mais en tout cas, nous, ce qui nous préoccupe, cher, c'est qu'à chaque fois qu'une responsabilité nous est confiée, qu'on y entre par une entrée de vérité et qu'on en sorte par une sortie de vérité et qu'au moment de la reddition des comptes, on ne soit pas couvert de mensonges et d'ignominie. Parce qu'encore une fois, ce qui est en jeu, c'est notre engagement en politique. Nous sommes engagés en politique parce que pour nous, l'examen de ce à quoi conduit la politique nous pousse à ne jamais laisser qui que ce soit prendre autant de décisions et de responsabilités dans la marche de notre vie sans pour autant être en situation de mettre notre input dedans. Et après, les gens sont libres d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. C'est le jeu politique. Donc il y a ceux qui vont gouverner, ceux qui vont s'opposer, mais que ça soit dans un environnement sain. Est-ce que Idrissa Seck est au courant de cette division au sein de ce qu'on appelle les ex-réomistes? Non, je ne pense pas. Et après, il y a aussi certainement des gens qui vont pouvoir instrumentaliser pour créer des divisions entre nous. Moi, je sais aujourd'hui que dans la mouvance que nous dirigeons, en tout cas, nous sommes en tout cas ensemble, en très bons termes, et nous travaillons, contrairement à ce que les gens font, parce que je vois aujourd'hui, Amadou Siré Sall et certaines personnes, ils sont dans l'événementiel. Nous, aujourd'hui, nous avons lancé le fameux concept des week-ends de la diaspora. Nous sommes dans le travail intellectuel pur et dans le travail politique.
je voudrais rassurer encore M. Amadou Sall, s'il est encore intéressé par la marche de notre parti, que contrairement à ce qu'il pense, les outils statistiques, les chiffres, nous les maîtrisons en France. Nous savons les foyers d'habitation, les zones de vie et d'habitation des Sénégalais de France. Nous connaissons la cartographie électorale, nous faisons des études géomarketing extrêmement poussées et aujourd'hui, nous avons une grille de lecture de la cartographie extrêmement poussée. Donc nous sommes exactement dans ça. Et quand on va rencontrer les Sénégalais dans le concept des week-ends de la diaspora, c'est aussi de faire un travail technique, c'est-à-dire un document d'écoute des Sénégalais de la diaspora pour récolter leurs attentes par rapport au futur président du Sénégal, que nous espérons sera Idrissa Seck. Votre parti, le PDS, a célébré le 19 mars l'an 11 de l'alternance, mais vous, votre clan, entre guillemets, vous ne vous êtes pas impliqué. Pourquoi? Alors, parce que nous sommes de façon sincère responsables de ce que nous faisons. Tout le monde sait, et ça c'est de notoriété publique, que Idrissa mène un combat au sein de son parti. Le premier combat, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un parti, au moment où des combats font rage entre ceux qui défendent les intérêts d'un clan, d'une famille, et ceux qui défendent la préservation de la démocratie. Donc le premier combat que nous menons, c'est dire non à la démolition monarchique. Donc nous ne pouvons pas ne pas être honnêtes vis-à-vis des Sénégalais. On ne peut pas dire que ça ne va pas dans notre parti et aller participer à des festivités. Ce n'est pas crédible. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas comptables aussi de ce bilan de l'alternance. Parce que j'aime rappeler souvent, alors peut-être qu'on y reviendra, j'aime rappeler souvent pour dire que de 2000 à 2004, nous sommes entièrement, nous partageons en tout cas la responsabilité de ce bilan de l'alternance, ce qu'on appelle d'ailleurs régulièrement les 4 glorieuses, parce que tout le monde sait que le clin d'œil du destin a fait coïncider l'achèvement de la mission de Idrissa Seck à la tête du gouvernement du Sénégal en avril 2004 et le point d'achèvement PPTE par le Sénégal. Qui signifie quoi? Qui signifie la reconnaissance par la communauté internationale de la qualité des réformes entreprises par le gouvernement du Sénégal de l'époque et le fait que le Sénégal ait respecté à l'époque la totalité de ses engagements, ayant pour première conséquence pratique, toujours à l'époque, l'annulation du stock de la dette du Sénégal à hauteur de 479 milliards de francs CFA, ayant pour première conséquence pratique l'annulation du stock de la dette du Sénégal, ayant pour première conséquence pratique donc cette annulation de la dette-là, qui a permis en tout cas de libérer l'ensemble des... Mais nous sommes dans un régime présidentiel, le Premier ministre il ne fait qu'exécuter. Mais ça, c'est-à-dire quand vous dites que le Premier ministre ne fait qu'exécuter, donc dans ce cas-là, on ne pourra pas être comptable de ces 11 années d'alternance. Donc les gens, quand ça les arrange, ils disent que si le Premier ministre exécute. Quand ça ne les arrange pas, ils vont dire que Idrissa Seck n'a absolument rien fait. Alors il faut qu'on soit d'accord sur les termes. Soit on dit que Idrissa Seck a été responsable, ou bien il n'a été responsable sur rien du tout, parce que depuis lors, c'est le président Wade qui est président de la République. Donc, ou bien on dit que Idrissa a une part de responsabilité, ou bien c'est le président Wade qui est responsable de tout. Mais en tout cas, nous, ce que je voulais dire tout à l'heure, l'annulation en tout cas du stock de la dette du Sénégal avait libéré une bonne partie à l'époque de nos recettes budgétaires, antérieurement allouées au service de la dette, pour renforcer la marche du Sénégal dans la lutte contre la pauvreté. Car je rappelle souvent qu'en mars 2000, lorsque nous arrivions au pouvoir, 72% des 14 000 villages centres du Sénégal n'avaient un accès satisfaisant à nul à 5 services sociaux de base. Éducation, santé, eau potable, point de commerce pour les transactions commerciales, pistes de production pour les échanges, 72%. Et pendant la période où Idrissa est resté à la tête du gouvernement du Sénégal, une marge forcée de 1420 villages, ça veut dire 10%, sont sortis de ce lot. Donc voilà concrètement un programme que nous défendons, c'est-à-dire qu'un bilan positif que nous défendons. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le 7 janvier 2005, vous savez tous, la loi ESA a été votée au Sénégal et c'était le début de la descente aux enfers. D'accord. On va revenir au présent. Alors, Idrissa Seck, pourquoi veut-il se présenter au nom du Parti démocratique sénégalais alors que ce parti a déjà un candidat?
Quel est son objectif? Le parti n'a pas encore un candidat au sens des statuts du Parti démocratique sénégalais qui dit que le candidat à la présidentielle de la République est investi par un congrès sur proposition de la Convention nationale ou du Bureau politique national. Ceci n'est pas le cas. Donc je rappelle que le PDS, c'est quand même un parti politique régi par des statuts. Donc c'est une organisation. On ne peut pas se lever un jour et dire je suis le candidat de tel parti. C'est comme si moi je me levais pour dire que je suis le futur candidat de l'UMP ou de la gauche aux élections en France en 2012. Ce n'est pas possible. Abdoulaye Wade, secrétaire général national du PDS, ne peut être que candidat à la candidature, encore une fois. Et c'est ce à quoi nous appelons d'ailleurs, c'est de dire il faut que notre parti organise des consultations de la base en toute démocratie pour qu'on désigne le meilleur candidat. Mais comme nous sommes un parti au pouvoir et comme nous sommes aussi responsables de la marche du Sénégal, la charte fondamentale du Sénégal, nous devons la respecter. Babacar, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, le PDS n'organisera pas de primaire. Ben, alors après, nous en tout cas, nous allons épuiser toutes les voies, en tout cas, de recours. Parce qu'il y a deux choses, on dit en Wolof, Pokati ou Fokati. Cette transition-là, Idrissa l'a déjà dit, elle peut être souple ou conflictuelle. Idrissa a été extrêmement clair, il a dit à la face du monde que le président Wade ne peut pas être candidat du point de vue constitutionnel. Et jusqu'à aujourd'hui, un seul début de preuve juridique n'a pu en tout cas nous convaincre de cette possibilité de candidature. Maintenant, ce à quoi nous appelons, ce n'est pas forcément de dire qu'il faut que ça soit Idrissa Seck. Non, nous disons qu'il faut que notre parti, comme dans, vous savez, aux États-Unis, la Constitution américaine n'impose pas 2 mandats. Ce sont les partis politiques qui disent qu'une personne ne peut pas avoir plus de 2 mandats. C'est parce qu'il faut permettre à tous les autres talents dans le parti d'éclore. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi au Sénégal, avec 10 millions de personnes, nous avons un peu plus de 150 partis? Parce que les jeunes qui sont dans les partis politiques et qui n'ont aucune possibilité d'éclore vont simplement créer leur parti. Et là aussi, je pense que le problème de la démocratie interne dans les partis politiques, voilà, on mérite d'être posé. De toute façon, Babacar, l'attitude de Maître Wade n'est pas surprenante, hein, parce qu'en 2005, le chef de l'État l'a clairement dit, Idrissa Seck m'a trahi. Donc ne soyez pas surpris de son attitude à l'égard de votre patron. Les problèmes des Sénégalais, les problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais, dépassent et doivent dépasser de très loin les problèmes personnels. Parce que les peuples ont aujourd'hui des souffrances qui doivent dépasser les problèmes personnels. Et je pense que ce sont 2 hommes d'État qui doivent pouvoir, au-delà de leurs problèmes personnels, savoir se dépasser pour se préoccuper de l'avenir du Sénégal. Donc, j'ose espérer toujours que le président Wade prendra la bonne décision pour pouvoir se retirer. Ce que nous souhaitons, cher, c'est d'offrir une sortie honorable au président Wade. Parce que j'aime le rappeler, le président Wade, c'est quelqu'un qui a confirmer et démontrer l'exception sénégalaise en matière de démocratie. C'est quelqu'un qui a transcendé l'histoire politique du Sénégal. C'est quelqu'un qui a démontré à la face du monde qu'en Afrique, on peut accéder au pouvoir, non pas par la voie des armes, mais par la voie des urnes, après 26 ans de longs combats. Donc c'est quand même honorable. Ce que nous souhaitons pour la postérité, c'est de lui offrir cette sortie honorable, à l'image de Mandela, et que demain, que le président Wade puisse être élevé au rang de grands sages comme Mandela, comme Gandhi, parce qu'il a participé à la démocratisation en Afrique. Nous ne pouvons pas le nier, et quand même l'alternance a propulsé le Sénégal, ça non plus, nous ne pouvons pas le nier, mais ce serait dommage que la dernière note qu'on va retenir, comme ce que disent les psychologues, le phénomène de la persistance rétinienne, ce que les gens retiennent la dernière fois, que l'on retienne pour Maître Wade ce fameux projet de dévolution monarchique. Ce serait triste. Et c'est ce à quoi nous nous attelons chaque jour pour lui éviter cela. Quelle est la valeur ajoutée que Idrissa Seck peut apporter au Sénégal s'il est bien entendu? Alors, c'est très simple, cher. Aujourd'hui, les compétences de Idrissa Seck ne font l'objet d'aucun doute. Parce que, en fait, pourquoi nous sommes engagés derrière Idrissa? C'est parce que nous reconnaissons à Idrissa qu'il a les statuts, il a les attributs de leadership et il a les compétences requises pour diriger le Sénégal. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très orienté business, entreprise. Parce que vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, cher, c'est à travers l'économie que l'on comprend le monde.
faut arrêter de tromper les populations. Quand on n'a aucune notion de ce qu'on appelle la productivité, la rationalité, l'optimalité, quand on n'a aucune notion du monde de l'entreprise, on ne peut pas faire bouger les choses dans ce monde-là. Parce que toute organisation, qu'elle soit publique ou privée... Il faut diriger un pays comme on dirige une entreprise. Mais parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les décisions engagent la survie des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Je vais vous donner un exemple. Si demain on décide que l'éducation est obligatoire au Sénégal, dans les 20 prochaines années, peut-être qu'on va baisser considérablement le taux d'analphabétisation. Donc c'est exactement ça. Un processus décisionnel, qu'il soit public ou privé, est extrêmement important. Tant qu'on n'aura pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, l'organisation ne sera jamais, en tout cas, fiable et ne sera jamais rentable. Et ça, on l'applique aussi bien en entreprise que dans un État. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui globalisé, où les choses, c'est un monde en profonde mutation, les dirigeants doivent comprendre la marche du monde, pouvoir analyser les fluctuations monétaires, le cours du dollar, le cours du pétrole, du Brent, etc. Donc voilà les fondamentaux qui permettent aujourd'hui de diriger un pays. Le Japon, c'est le seul pays qui a rattrapé, voire dépassé l'Occident. Il n'y a pas de secret, c'est le travail et l'organisation. Donc nous avons retrouvé chez Idrissa Seck, en tout cas, ces attributs de leadership. Et je voudrais aussi faire une petite remarque. Nous avons regardé récemment un document qui nous donnait la moyenne d'âge des présidents dans le tiers-monde et dans les pays développés. Nous avons calculé, quand vous prenez le président Wade, le président Mugabe, Ellen Sirleaf Johnson, donc l'ensemble des grands présidents africains, ça donne une moyenne d'âge de 75 ans. Vous faites la même comparaison avec les pays du Nord, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Angela Merkel, Zapatero, on est dans une moyenne d'âge de 50 ans. 25 ans de différence. Et ça explique le retard. Parce que on ne peut pas, dans une organisation, je pense qu'on y reviendra, en partie, vous auriez dû dire. Hein? Voilà. Par rapport à l'âge du président Wade, au-delà même du débat constitutionnel, c'est de dire qu'on ne peut pas confier les rênes d'un pays à une personne de 90 ans pour 7 ans. C'est éthiquement irresponsable. Et les gens aujourd'hui qui se définissent comme des cadres du PDS, j'ai entendu, soi-disant responsable de la CIS, dire que comparer le président Wade à du vin, plus il vieillit, plus il est bon. Qu'Allah nous en préserve, nous ne goûtons pas au vin, mais c'est de dire que nous avons quand même des références au Sénégal. Et si on en arrive à comparer le président Wade à du vin, c'est catastrophique. Nous voulons dire la vérité au président Wade, de lui offrir une sortie honorable et qu'il puisse mettre en place une partie capable de gagner haut la main, parce que nous en avons encore les moyens en 2012. Alors il se dit que certains poids lourds du PDS soutiennent discrètement Idrissa Seck. C'est vrai ça? Au sens des hommes et des femmes qui la composent et qui y sont majoritaires, qu'ils soient manifestés ou cachés. Le mot d'ordre n'a pas changé. Idrissa a été extrêmement clair. Et je pense d'ailleurs que le président Wade sait. Parce qu'il y a le problème de la légitimité, elle est établie. Quand on a parlé de la dualité, cette dualité alléguée d'ailleurs, que Idrissa avait répondu, c'est extrêmement simple. L'accès aux responsabilités ne doit procéder que du nombre de suffrages dont on dispose. Nous l'avons rappelé tout à l'heure. Aujourd'hui, toutes les personnes qui entourent le président Wade dans le processus décisionnel ont été battues chez eux. Il n'y a que Idrissa Seck et exceptionnellement Baldé qui a gagné. Idrissa Seck, après avoir perdu sa mairie de façon arbitraire, a battu les deux coalitions sur place. Que ce soit la coalition SOPI et Benno Siggil Sénégal qui avait raflé toutes les grandes villes du Sénégal. C'est le maire de la deuxième ville du Sénégal et il est arrivé deuxième aux dernières élections. Donc personne n'est mieux placé que Idrissa Seck aujourd'hui pour le poste de 4e président du Sénégal. Sauf que l'euphorie qui a accompagné Idrissa Seck en 2007 s'est véritablement estompée. Hein? Je ne le pense pas. On est simplement, vous savez, c'est très cyclique. C'est comme la vie d'un produit. Donc un produit sur un marché est cyclique. Et le rôle des marketeurs, c'est à partir du moment où le cycle descend, de recréer le besoin. Et nous avons aujourd'hui, en tout cas, les points... C'est pourquoi il ne se prononce pas régulièrement sur des... Pas forcément. Idrissa a une stratégie politique, comme il a dit. Laquelle? Alors, il a simplement dit que quand on entreprend, vaut mieux avoir une stratégie
pour conduire son action. Et il a rappelé cette fameuse définition qu'en donnent les Américains en disant que c'est une forme de choice, timely action, c'est-à-dire un choix bien défini, intégrant la totalité des données disponibles et mise en œuvre de façon opportune dans le temps. Ni un peu plus tôt, ni un peu plus tard, mais at the right time. Donc à chaque fois que de besoin, sur des questions d'intérêt général, sur la marche du Sénégal, Idrissa s'est prononcé, que ce soit récemment sur les questions d'énergie, il a donné ses solutions. Et je rappelle que notre programme de redressement national tourne autour de 250 points. Donc la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en Afrique, nous, ce n'est pas forcément notre engagement politique. Parce que notre engagement politique, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est mettre l'intelligence au service du développement. Et un leader, ça c'est un leader, il fixe un cap. La différence entre le leader et le manager, c'est que les managers s'occupent de l'opérationnel quotidien, mais le leader fixe la vision. Ça, il fixe la vision, il fixe le cap, et nous travaillons ensemble. Et malheureusement, parfois, les gens confondent beaucoup de choses, parce que derrière Idrissa c'est le leader d'une équipe, des hommes et des femmes pétris de talent, dans leur domaine de compétences respectives, que ce soit dans tous les domaines, et qui ont chacun un projet pour le Sénégal, et Idrissa a la lourde charge d'harmoniser en fonction de ses définitions et de ses priorités pour redresser le Sénégal. Et je rappelais tout à l'heure la moyenne d'âge. Nous, de toute façon, c'est un nouveau cycle de leader pour ce que moi j'appelle souvent Forming the Future of Africa. Pour construire l'Afrique de demain, il nous faut une nouvelle génération de leaders qui comprennent, en tout cas ces leaders-là, la marche du monde. Il faut donc une alternance générationnelle globalement au Sénégal. Cela veut dire que Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse aussi doivent partir, si on suit votre logique. Cher, vous posez un excellent débat parce que le problème de l'alternance générationnelle doit être en tout cas un principe fondamental pour changer la façon de faire la politique au Sénégal et en Afrique. J'ai rappelé tout à l'heure la floraison de partis politiques, environ 150 pour un pays de 10 millions et un pourcentage électoral extrêmement faible. Parce que les jeunes qui sont dans les partis, à défaut de pouvoir éclore, ils vont aller créer leur parti politique. C'est très simple. Dans d'autres pays, on verrouille tous les modes d'accès normaux au pouvoir, les gens vont aller prendre les armes. Donc c'est humain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? Depuis que le Parti socialiste est Parti socialiste, en tout cas depuis l'avènement de Tanor, c'est Tanor Dieng lui-même. C'est exactement la même chose pour Moustapha Niasse, c'est exactement la même chose, même Amath Dansokho, chapeau pour lui, parce qu'il est parti. Donc tous les secrétaires généraux nationaux sont toujours secrétaires généraux nationaux. Et qu'un jeune qui se lève un jour, comme l'a fait Idrissa, pour dire au secrétaire général national historique, vous ne pouvez plus être secrétaire général national, alors le jeune-là devient l'homme à abattre. Vous savez, en France, le président Sarkozy, avec le RPR, ils ont monté l'UMP et il a dit au président Chirac, maintenant le moment est venu, monsieur le président, de vous reposer, de prendre de l'élan et que nous, on continue la flamme. Ça n'a pas été facile aussi pour Sarkozy. Mais c'est un combat politique. Mais après, il faut que la règle démocratique soit appliquée. L'accès aux responsabilités ne doit procéder que du nombre de suffrages dont on dispose. Pour rebondir sur le cas des concrétistes, nous sommes des démocrates, nous n'avons aucun problème, mais nous avons dit simplement qu'on ne peut pas aspirer à diriger un État si on ne peut pas gagner son propre bureau de vote. Oui, mais justement, mais Karim, il peut aussi être un redoutable adversaire pour Idrissa Seck s'il réussit à résoudre la crise énergétique au Sénégal. Alors, il ne faudrait pas résumer les problèmes du Sénégal simplement à cette crise énergétique. Parce que quand on essaie de résumer à ça, ça veut dire que cela atteste d'une volonté réelle du régime en place d'avoir de façon volontaire créé tous ces problèmes. Et que le moment venu de coacher un candidat pour dire aux Sénégalais, voilà la solution miracle. Ce n'est pas crédible. Je pense que le problème énergétique sénégalais procède d'un certain nombre de cafouillages, d'abord de prévisions, parce que aussi les socialistes ont une part de responsabilité. Mais moi, je n'aime pas souvent rappeler cela, parce que nous sommes au pouvoir, nous devons trouver des solutions. Ce n'est pas de dire que les autres n'ont pas fait, nous ne devons pas faire, parce que nous avons été élus pour refaire les choses. Et le problème énergétique est extrêmement simple au Sénégal. Vous voyez aujourd'hui le problème de la mobilité à Dakar. En 1980, s'il y avait un programme prospectif Dakar 2010, 30 ans avant, on aurait anticipé et étudié l'évolution de la
population, de la démographie, en fonction de l'exode rural. La détérioration des termes de l'échange a accéléré le phénomène de l'exode rural. Donc, en 10 ans, on sait que Dakar est passé par exemple de 500 à 600, donc 100 000 personnes de plus en 10 ans. On peut faire des projections statistiques pour dire dans les 40 prochaines années, Dakar aura, avec même une marge d'erreur de 10%, tant de pourcents. Ça veut dire quoi? Gouverner, c'est de prévoir les infrastructures. Si la population augmente de 30%, il faut augmenter les infrastructures en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, en termes de services sociaux de base. Voilà comment on gouverne un pays. Donc il y avait un problème de prévision par rapport à la Sénélec, parce que la demande a augmenté alors que l'offre n'a pas augmenté. Il y a le problème de la carte électrique du Sénégal qui date de Mathusalem depuis 1960. Donc là où on faisait passer 15 MW par exemple, si vous voulez faire passer 300, ça va sauter. Donc ça explique le rationnement. Et il y a le problème de l'investissement. Moi, j'ai beaucoup séjourné en Côte d'Ivoire, un pays qui est beaucoup plus vaste que le Sénégal, où la demande énergétique est beaucoup plus forte, mais il n'y a pas de coupure d'électricité en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont scindé entre la CI et Bouygues qui distribue. Parce que l'énergie est extrêmement complexe. Il y a une chose de produire et une autre de la distribuer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un appel d'offres international, comme ils avaient fait avec Hydro-Québec, aurait permis de régler définitivement le problème énergétique au Sénégal. Il y a des multinationales dans le monde d'aujourd'hui qui savent faire. Donc, il faut simplement créer des cadres juridiques, légaux, protégeant l'intérêt du peuple sénégalais et donner aussi, parce qu'à chacun son métier, donner aux spécialistes la possibilité de pouvoir fournir un service de qualité. Pour battre campagne, il faut avoir beaucoup d'argent. Idrissa Seck est-il prêt financièrement? Écoutez, nous allons en tout cas utiliser en toute intelligence l'ensemble des moyens disponibles. Et j'aime le rappeler souvent, en 2007, nous sommes arrivés deuxième au Sénégal et tout le monde sait que nous n'avions pas eu d'argent. D'abord parce que nous avons créé un parti après 7 mois de détention d'Idrissa, un parti qui n'était pas reconnu et pourtant nous sommes arrivés deuxième. Parce que toutes les grandes choses se réussissent par d'abord la passion. Mohamed Ali disait souvent que les champions are not made in the gyms. They are made from something they have deep inside themselves. Vision, a desire and a dream. Il disait qu'un champion ne se crée pas dans un dojo. Se crée à partir de quelqu'un qu'il a au plus profond de lui. Une vision, un désir et un rêve. Et c'est exactement cela. Il y a des hommes, c'est des femmes qui accompagnent Idrissa, qui n'ont jamais rencontré Idrissa dans leur vie, mais qui se battent pour le Sénégal. Et en toute intelligence, nous allons mutualiser. Je donne l'exemple de Barack Obama qui a réussi à collecter, en termes de fundraising, le double de ce qu'a collecté John McCain, en utilisant des moyens simples de la nouvelle technologie comme Internet. Et c'est ce que vous allez faire? Nous sommes en train de travailler et comme nous avons dit, une forme de choice, timely action. Donc, at the appointed time, donc nous ne pouvons pas être dans un état d'impréparation pour diriger le Sénégal. Nous sommes prêts à tous les niveaux, en tout cas, pour faire face. On parle d'une possible alliance Idrissa Seck-Aminata Tall. Ça vous inspire? Quel commentaire, Babacar? Alors, le premier commentaire que ça inspire, c'est que l'histoire donne raison à Idrissa. Parce que quand elle a toujours dit que, comme dit le livre, la vérité est venue, le faux a disparu, puisque le faux est destiné à disparaître. Idrissa Seck, c'est le premier en 2005 à avoir alerté l'opinion publique nationale et internationale sur ce projet de dévolution monarchique. Personne n'y a cru. Il est parti en prison, 7 mois de détention sans procès. Après quelque temps, le Premier ministre Macky Sall a fait les frais de ce projet. Et après, récemment, Aminata Tall. Ça atteste du véritable malaise aujourd'hui au sein du Parti démocratique sénégalais. Et effectivement, une telle alliance serait salutaire parce qu'il est question du maintien de la famille libérale au pouvoir et nous devons éviter le syndrome socialiste de 2000. Donc, Idrissa a toujours lancé un appel pour rassembler tous les leaders authentiques du Parti démocratique sénégalais et aussi les nouveaux, pour qu'ensemble, nous puissions maintenir le Parti démocratique sénégalais. Alors, rapidement, c'est presque la fin de l'émission. Les partisans de Ouattara sont entrés à Abidjan. Quel est votre commentaire par rapport à cette évolution? Alors, nous souhaitons vivement que les populations civiles ivoiriennes soient épargnées par, en tout cas, ces phénomènes-là.
Et nous saluons aussi l'aboutissement, je pense, prochain de cette crise ivoirienne, parce que nous le disons souvent, la stabilité de la sous-région dépend beaucoup de la stabilité de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est le moteur économique de la sous-région. Dans le cas du franc CFA, c'est extrêmement important. Et aussi, notre dimension panafricaine fait que nous devons en tout cas participer à la préservation de la paix et de la démocratie dans la zone. Donc on ose espérer que cette crise ivoirienne connaisse une suite rapide et favorable. C'est la fin de cette émission. Merci Babacar. Merci à vous qui nous suivez. Prochain rendez-vous dimanche.